Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Une expédition manquée vers la Chine, le voyage d'A.A. Teslev de Saint-Pétersbourg à Ourga. La famille Teslev, originaire de Lübeck, s'installe à Viborg à la fin du XVIe siècle. La ville est perdue par la Suède en 1721 et poursuit son existence de ville commerçante dans l'Empire russe. Les Teslev servirent avec dévouement les empereurs de Russie pendant la période agitée de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Peter Georg, né en 1775 à Viborg, participe aux guerres contre Napoléon et à la campagne de 1808 à 1809 contre la Suède, à l'issue de laquelle la Finlande entière entre dans l'Empire de Russie. Son frère cadet, Alexander Amatus, Alexandre Petrovitch, né en 1778, étudie à partir de 1793 les fortifications, le dessin et le calcul à Viborg, notamment auprès de Fabian Steinheil, 1762 à 1831, qui fut gouverneur général de Finlande de 1810 à 1823. Lieutenant en 1800, il accompagne Friedrich von Schubert dans l'hiver 1803 à 1804 pour diverses mesures astronomiques et géodésiques à Polotsk et en mer Blanche. Muté à Saint-Pétersbourg, il est nommé capitaine d'état-major en 1805. Après sa participation en cette qualité à l'expédition Golovkin, celle qui nous intéresse ici, il se distingua aux batailles de Hellsberg et Friedland, fut décoré de l'ordre de Sainte-Anne par Alexandre Ier et assista à la fameuse entrevue des deux empereurs à Tilsit. Anobli en 1812, il prit part aux campagnes contre la France et entra dans Paris avec le grade de colonel. Lieutenant général en 1826, il épousa Johanna Maria Helsingius, qui lui donna plusieurs enfants dont la descendance existe encore de nos jours. Nommé vice-chancelier de l'université de Helsingfors, il participa à la guerre de Pologne en 1830 à 1831 et devint l'adjoint du prince Alexandre Sergéevitch Menchikov, gouverneur de Finlande. Il fut promu général d'infanterie en 1841. Il mourut en 1847. Lorsqu'il quitte Saint-Pétersbourg le 21 mai 1805 pour son voyage chinois, Alexander Amatus est un jeune capitaine d'état-major de 27 ans. Son témoignage, d'une extrême fraîcheur qui ne fut altérée par aucune idée de publication, nous instruit minutieusement des incidents, petits ou grands, qui émaillent l'immense voyage. En revanche, il ne nous apprend presque rien sur les antécédents et les motivations de cette étrange ambassade. Heureusement, plusieurs de ses compagnons de route complètent de diverses manières son journal, notamment le docteur Joseph Rehmann, le comte Jean Potocki, Philippe Wiegel, Andrei Martinov, Friedrich von Schubert, 1789 à 1865, etc. Ce dernier, âgé de 16 ans en 1805, accompagna son père, le général Friedrich Theodor von Schubert, 1758 à 1825, membre de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, directeur de l'observatoire et professeur d'astronomie pour les officiers de l'état-major, parmi lesquels le jeune Teslev. Dans un chapitre de son livre autobiographique écrit en allemand, et publié seulement en 1962, le fils Schubert rappelle que les Anglais avaient déjà tenté d'établir des relations diplomatiques et commerciales permanentes avec l'Empire chinois. Lord Macartney, envoyé par le Premier ministre William Pitt en septembre 1791, refusa de se plier aux exigences protocolaires chinoises et dut repartir en septembre 1793 sans avoir obtenu les facilités commerciales qu'il espérait. Toute cette affaire a été exposée en détail par Alain Roger, père Pitt en 1989 d'après des données chinoises inédites recueillies par le sinologue Robert Ruhlmann. Les Russes eurent connaissance de cette expédition par la relation qu'en donna Sir George Staunton en 1797, bientôt traduite en français par Jean-Henri Castera en 1798. Le fils du général von Schubert écrit à ce sujet. Le gouvernement russe se décida à organiser l'ambassade sur le même pied que les Anglais. Ceux-ci nous avaient informés au sujet des provinces méridionales de la Chine. Nous voulions étudier scientifiquement celles du nord de ce pays. En fait, le but de l'expédition était également commercial. Il s'agissait d'assurer la possibilité d'échanger les fourrures de Sibérie contre le thé des caravanes, le coton et le drap sur la grande route d'Ekaterinbourg par Kyakhta et Ourga en direction de Pékin, le droit de commercer à Canton,
de naviguer sur l'Amour et de faire passer les caravanes par Bukhtarma, devenue ensuite une ville industrielle du Kazakhstan oriental. Cette ambassade avait du reste été sollicitée par le tribunal des affaires étrangères chinois, Li Fanyuan, comme le rappelle à plusieurs reprises Potocki et les documents mentionnés par Daniel Beauvois dans son introduction au voyage de l'écrivain polonais. Par malheur, le comte Yuri Alexandrovitch Golovkin, 1763-1846, qui avait, selon Potocki, infiniment d'esprit et le degré de moralité qui constitue un parfaitement galant homme, avait aussi dans le caractère comme dans l'esprit certains côtés qui le rendaient tout à fait impropre, non seulement aux affaires d'État, mais même à toutes celles qui demandent de la suite et du sérieux. Potocki constate que les Russes avaient négligé toutes les notions justes et vraies que l'on aurait pu tirer de la lecture des voyages, notamment de la relation de Lord Macartney. Il ajoute ce commentaire féroce. Loin de chercher à connaître le caractère des Chinois, l'on ne parut s'attacher qu'à leur faire voir le côté brillant des mœurs de l'Europe, et à les gagner par la séduction de notre luxe. On voulut de la musique, un cortège immense de jeunes gens, on ne s'entretint que d'uniformes, de pantalons, de sabres, de coiffures. Les savants attachés à l'ambassade se hasardèrent quelquefois à parler de Macartney et des missionnaires. On leur répondit assez sèchement que les missionnaires étaient des menteurs, Macartney un pédant, mais qu'un bon cuisinier et de bons vins réussissaient d'un bout du monde à l'autre. Du grand naufrage de l'ambassade russe, Potocki accepte la partie scientifique qui lui incombait, et dans un bilan rapide contenu dans une lettre au prince Adam Czartoryski consacre quelques lignes à Teslev. Le capitaine Teslev rapporte de Mongolie un nombre d'observations très suffisant pour déterminer avec la plus grande précision la latitude et la longitude d'Ourga, et rendra un grand service à la géographie, février 1806. Ailleurs il signale Teslev comme le seul d'entre les Russes qui ait l'habitude de manier un sextant et de suivre la marche d'un chronomètre, les deux instruments par lesquels à cette époque on déterminait latitude et longitude. Et il ajoutait, en écrivant au comte Golovkin le 7-19 octobre 1805, « Je dois dire que le capitaine Teslev, outre ses connaissances en astronomie, a infiniment de talent et un excellent caractère qui rendra sa présence utile et agréable dans toutes les expéditions où il sera employé. » Remarquons au passage que le répertoire des noms propres de l'édition Beauvois des voyages de Potocki omet Teslev, ou Teslev selon l'orthographe de la famille, et que le grand dictionnaire encyclopédique russe de Brokos et Efron lui consacre une notice sous le nom russifié de Teslev Alexandre Petrovitch. Le journal du capitaine Teslev, qui servait lors de l'expédition sous les ordres du colonel Dovray, est conservé aux archives de la Société littéraire suédoise à Helsinki. Une copie dactylographiée fut établie à Tervakoski par Elin Aku-Ziola en 1966, d'après l'original en langue allemande, mais sans les illustrations dont Teslev, bon dessinateur, avait orné son texte. C'est un exemplaire de cette copie qui me fut envoyé en 1969 par Thomas Teslev, un descendant de Peter Georg, qui me fit parvenir en 2001 des reproductions d'un certain nombre de dessins, d'esquisses et d'aquarelles composés par Alexandre Amatus, son ancêtre. L'orientaliste Walter Essig, qui disposa d'un autre exemplaire de la même copie du journal et put voir à Helsinki les compléments graphiques en question, publia des extraits du journal et quelques illustrations dans son beau livre Mongoleres zur Spaten-Goethezeit. Berichtenbilder des Gireman und Teslev von der russischen Gesandtschaftskreis 1805 à 1806, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1971. Un portrait de Teslev en 1815, de l'atelier de Georges Dow, conservé au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, est reproduit dans ce livre. Teslev est un loyal sujet de l'empereur de Russie, Alexandre Ier. Il s'attriste à l'idée que le souverain, qui passe à toute allure dans un nuage de poussière, risque à chaque instant sa vie, dont dépend le sort de millions de gens. Une des particularités du journal de Teslev est qu'il fait souvent place à des notations de caractère intime, parfois même à une sentimentalité qui surprend chez ce militaire à l'esprit scientifique, mais qui se retrouve chez Diderot, Sterne, Karamzin ou Radishchev. La première et la dernière page du journal en sont le témoignage le plus frappant. Le journal, qui note avec soin la date de chaque entrée, laisse vite apparaître des retouches qui ont été apportées plus tard. Ainsi Teslev, inquiet de partir avec un rayon cassé à la roue arrière de sa voiture,
remarque que la réparation de fortune effectuée à ce moment a parfaitement tenu jusqu'à Kiakhta, soit du 21 mai au 9 octobre 1805. Rien ne permet de penser que Teslev, à la différence de Rehmann, ait envisagé une quelconque publication, ce qui lui permet d'écrire avec une grande liberté de plume. En traversant la Russie, il exprime parfois son indignation en termes véhéments, comme au sujet de cet hospice d'enfants trouvé à Vladimir. La fondation d'un tel hospice répondait assurément à la plus noble intention. Mais à mon avis, il aurait mieux valu ne pas en avoir du tout, car je ne peux le considérer que comme une tombe publique, étant donné qu'en presque 12 années seulement 4 misérables sujets ont échappé à une mort certaine. Teslev note la tristesse qu'il éprouva en rencontrant peu avant Perm des condamnés, certains en route pour les travaux forcés à Nertchinsk, d'autres condamnés à l'exil, plusieurs avec femmes et enfants. Il a aussi l'humeur caustique, et se plaît à raconter les scènes souvent violentes qui éclataient durant l'interminable voyage. Le jeune orientaliste Klaproth, âgé de 22 ans, eut maille à partir avec le colonel Dauvray, qui lui déclara un jour que ces messieurs de l'Académie des sciences étaient des fanfarons, qu'on saurait bientôt leur apprendre à obéir, que des mesures allaient bientôt être prises et que c'est lui qui déciderait s'il irait en Chine ou s'il n'irait pas. L'ambassadeur Golovkin, qu'avant son arrivée à Irkoutsk Teslev n'a pas eu l'occasion de fréquenter, est présenté sous un jour peu flatteur. Il est furieux d'avoir dû faire antichambre, mêlé aux notables de la ville. Je dois avouer qu'après tant de désagréments rencontrés sur une aussi longue distance, lorsqu'on attend de voir enfin son supérieur, on est surpris qu'il juge à peine conforme à sa dignité de vous adresser la parole. Heureusement Teslev reçut 3 jours plus tard des félicitations pour la qualité de ses travaux astronomiques et topographiques. L'ambassadeur alla jusqu'à lui demander des leçons d'astronomie. Du premier secrétaire d'ambassade, Lev Baïkov, dont Teslev parle souvent mais sans chaleur excessive, Potocki disait durement. C'était l'homme de toute la Russie, le moins propre à traiter avec les Chinois. Ce peuple connaît les plaisirs de la société, et s'y livrent avec abandon, mais dans les affaires ils aiment la précision, la clarté et la gravité. Le premier secrétaire possède toutes les qualités opposées à celles-là, et malheureusement il possède à un haut degré l'art de prendre de l'ascendant sur ses supérieurs. L'ethnologie n'est pas la spécialité de Teslev. Il porte des jugements de valeur sans nuance dès qu'il se trouve en face de peuples aux mœurs éloignées des siennes. La musique bourriate lui paraît pure cacophonie, et les jeunes filles sont à ses yeux dépourvues d'attrait. Le 26 je dînais chez le comte lorsque 12 jeunes filles bourriates entrèrent dans la pièce. On leur offrit du vin dans des écuelles, puis elles se mirent à chanter, et quand nous quittâmes la table, se mirent à danser, ce qui fit un drôle de spectacle. Leur danse était aussi monotone que leur chant, et témoignait d'une grande rudesse et d'un manque absolu de culture. Quelques jours plus tard il apprend que son valet Sémione a invité une jeune fille bourriate à rendre visite à son maître. Je demandai à cette fille, qui ne paraissait pas étrangère au mystère de Vénus, si elle était saine et qui l'avait fait venir. Le valet se défend en alléguant que ces filles s'imposent d'elles-mêmes. Essig, qui cite aussi ce passage, note avec raison que Teslev manifeste une certaine pruderie, ce qui correspond à l'expression de son portrait. Mais l'homme est compliqué. Malgré son dédain pour ces jeunes filles bourriates, il prend soin de dessiner dans son album les musiciennes ainsi que la scène de danse avec les Russes, sans que son trait tourne à la caricature. Le 16 novembre 1805, il parvient à Troïtchkosavsk, ville résidentielle près de la ville commerçante de Kiakhta, où l'ambassade était installée depuis 2 mois, la nouvelle que des Chinoises arrivées d'Ourga, aujourd'hui Oulan-Bator, en compagnie du Surgatche, ou commandant de la ville chinoise de Maïmatchin, s'apprête à rendre visite à l'ambassadeur. Teslev laissa un dessin reproduit par Essig, des 3 Chinois et de leur équipage. L'entrevue, qui eut lieu le 17, est racontée en détail. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de conférence, ils ne saluèrent point, mais s'avancèrent avec beaucoup de gravité, et une espèce de fierté paysanne, le regard fixé sur le sofa. L'ambassadeur qui y était assis, ne se leva pas pour les saluer et ne les pria pas de s'asseoir. Enfin le 12 décembre, le surgatche de Maïmatchin annonce que le mandarin et le médecin qui devaient accompagner l'ambassade jusqu'à Pékin étaient attendus d'un jour à l'autre. 800 chevaux étaient prévus à chaque relais, et les cadeaux des Russes seraient acheminés avec un soin tout particulier. Ces bonnes nouvelles réjouirent tout le monde, chacun espérant un prompt départ. De fait arrivèrent bientôt un prince chinois et un autre mandarin.
Essig complète et éclaire le récit de Teslev par des sources mongoles et chinoises, d'où il ressort que le prince chinois était en réalité un Mandchou, le Gung, à peu près duc Sakondorji, chargé par le gouverneur général de Kuriyen, Urga, d'accompagner l'ambassade et son escorte de 124 personnes. Les cadeaux devaient partir la veille. Le départ de l'ambassadeur eut lieu le 20 décembre 1805, en grande pompe. Mais passé Maïmatchin, les choses se gâtèrent. Dès la première nuit, le thermomètre tomba à 28 degrés. Commentaire de Teslev. Avec un pareil climat, si l'ambassadeur nous amène vivant à Pékin, on pourra parler d'un miracle. C'est dans une yourte enfumée où la température ne dépassait pas 20 degrés que Teslev apprend le 22 décembre, ancien style, la défaite russe à Austerlitz. L'ambassade russe avec ses voitures, ses chevaux et les chameaux chargés de paquets, s'étendait sur 10 verstes, soit un peu plus de 10 km. Urga fut atteinte le 2 janvier 1806. Dès le 4, l'ambassadeur fut reçu par le vice-roi de Mongolie, le Wan Wang, prince, et le général, appelé Ambuni soit Amban en mandchou. Ces deux personnages lui rendirent aussitôt sa visite. On trouvera dans le livre de Essig une illustration tirée de l'album de Reymann, planche 10. C'est au cours de cette entrevue que se produisit l'incident fatal qui précipita l'échec de l'ambassade. Le vice-roi et le gouverneur demandèrent à Golovkin de s'incliner avec toute sa suite, 9 fois, en s'agenouillant 3 fois, devant 2 caisses recouvertes d'un tissu jaune extrêmement grossier selon Teslev et censé symboliser l'empereur de Chine. Golovkin se fâcha très fort et quitta la pièce, car il n'envisageait de s'incliner devant l'empereur qu'une fois arrivé à Pékin. En fait, les officiels chinois à Urga voulaient faire une sorte de répétition générale pour prévenir toute faute contre l'étiquette en vigueur à Pékin, comme le prouvent les documents cités par Clifford M. Foust. Peu après l'incident russo-chinois, les ennuis s'aggravèrent pour l'expédition. Les caisses prévues pour le transport des effets jusqu'à Pékin furent retirées, les yourtes durent être chauffées au bois et non plus au charbon, enfin les cadeaux déjà partis pour Pékin furent renvoyés aux Russes. Teslev n'en veut pas aux Mongols. Les Mongols que nous apprîmes à connaître jusqu'à Urga, nous firent l'effet d'une bonne espèce de gens. Leur nourriture principale consiste en viande, surtout de la viande de mouton, qu'ils font cuire sur des brochettes et mangent à peu près crue et sans sel. Mais plus loin il prétend que cette alimentation les affaiblit, et que comme elle se trouve en abondance, ils sont très paresseux et ne font rien de toute la journée. Avec cela, ils sont affectueux et généreux. Il donne une liste des appellations des dignitaires mongols avec le nom mongol accompagné de sa traduction en russe, en allemand dans la copie du journal, ce qui confirme son goût pour l'observation précise des institutions mongoles. Mais bientôt les Mongols d'Urga insultent les Russes, essaient d'effaroucher leurs chevaux et leur crient de retourner chez eux. Teslev note froidement « Que cela tourne comme cela voudra, nous devrons toujours considérer comme un bonheur d'être délivrés de ce maudit endroit. » Sa colère s'exprime sans ambiguïté lorsqu'il se réjouit que l'ambassadeur avec son escorte ait dû passer la nuit sur une montagne, et ait enfin pu se faire une idée de l'agrément qu'il y a d'être obligé de vivre dans une mauvaise yourte. L'orgueil de l'ambassadeur joint à son manque de réflexion, sont en partie cause du désastre, note encore Teslev. Golovkin recommande à tout le monde, en cas de question sur le motif d'un retour aussi rapide, de répondre que les Chinois avaient prétendu imposer à l'ambassade russe un cérémonial inadmissible. La carrière de l'ambassadeur ne paraît pas avoir trop souffert de cet échec. Il continua sa carrière à Stuttgart, Karlsruhe et Vienne. Les derniers mots du journal sont consacrés à l'anniversaire de la mort de la mère de Teslev, survenu le 13 mars 1805, soit 2 mois avant son départ de Saint-Pétersbourg. Cette note sentimentale, qui rappelle le deuil déjà évoqué à la première page du journal, doit donc bien être considérée comme un trait de caractère dominant chez Teslev, ainsi que son irascibilité, son obstination au travail et son sens de l'humour un peu grinçant. Ce journal, largement utilisé par Essig, qui préféra publier le texte intégral de celui de Reymann, complète l'autre sur bien des points et m'a paru mériter une traduction attentive. Michel Cadot. Sous le règne d'Alexandre Ier, l'aigle bicéphale russe conquiert l'Asie. Alexander Amatus Teslev, Journal du voyage en Chine 1805 à 1806. Le 21 mai à 2h de l'après-midi, j'ai entamé mon voyage vers la Chine. Au dernier moment de mon séjour à Pétersbourg,
je me suis laissé le temps de prendre congé de Steinheil. À la 7e verste, nous fûmes dépassés par notre cher empereur à une telle vitesse que les nuages de poussière empêchaient de voir son équipage. Quel dommage que ce bon souverain mette sa vie en danger dans de pareilles circonstances. La pensée que tant de millions de gens dépendent de la solidité d'un essieu de fer, car en cas de rupture la mort est certaine, cette pensée causait dans mon âme agitée une impression sinistre. À 6 heures j'arrivai à Ijori où je rejoignis Téné, et comme les autres participants du voyage n'étaient pas encore arrivés, je m'amusais à jeter sur le papier les sentiments de mon âme. Le temps est beau, malgré un vent frais de sud-est. Ainsi se passa le jour qui m'a séparé de vous, très chers amis si proches de mon cœur. Adieu, portez-vous bien, vraiment bien, que Dieu vous garde, mais toi surtout mon frère chéri, qui m'a prodigué tant de marques d'affection fraternelle que je voudrais me montrer aussi reconnaissant que mon sentiment intime le souhaiterait. Et toi aussi mon cher père, je ne te reverrai pas de sitôt. Notre mère bien-aimée nous a laissés ici-bas, et mon esprit la cherche en vain dans ce monde. Adieu mes frères, mes sœurs, votre frère est séparé de vous, exilé dans la nature et affligé que la Providence ne lui ait pas permis de vivre le restant de ses jours au milieu de vous. J'ai remarqué ici qu'un rayon de ma roue arrière avait complètement sauté, ce qui ne me sembla présager rien de bon. Ce rayon fut maintenu par un cordage, et il a tenu comme les autres jusqu'à Kiakta sans la moindre réparation supplémentaire. Vers minuit, le colonel Dauvray arriva à la station. La moitié des paysans qui habitent ici sont des Finnois de religion luthérienne. C'est la dernière occasion que j'ai eue de parler finnois. À partir d'ici, la route bien monotone passe par des marécages sans fin. Nous sommes partis à 7 heures après avoir pris le thé. Le colonel qui voulait attendre Schubert resta en arrière. À 10 heures nous avons atteint Tosno, où un comte Michensky vint nous chercher et fit servir le thé au relais de poste. Nous avons échangé quelques remarques sur le voyage vers la Chine, puis il reprit son trajet en m'invitant à lui rendre visite à Moscou. Partis à 2 heures, nous avons atteint à 6 heures Pomérania, où juste après notre arrivée survint un conseiller de Novgorod qui fit connaissance avec nous et poursuivit sa route vers Pétersbourg, où il allait voir son fils. Dauvray et Schubert ne sont toujours pas là. Après avoir à la fois déjeuné et dîné, chacun s'occupa de ses affaires personnelles. Nous nous sommes couchés à 10h30, et à 2h30 arrivèrent enfin le colonel et Schubert avec son fils, qui se disposèrent aussitôt à dormir dans leur voiture. Je fis la connaissance d'un officier nommé Kalugin, un neveu du commandant de la poste à Irkoutsk, qui souhaitait vivement me connaître. Le 23 à 7 heures nous partîmes pour Tchoudovo et Spasskaya Polist. Le colonel fit ce trajet avec moi. Cette route est un peu plus peuplée. Il ne m'arriva rien de plus remarquable qu'une nouvelle petite réparation à ma britchka. Jusqu'à Podberch je partageai celle du conseiller d'État Schubert, une excellente voiture. Notre arrêt ne fut pas long. L'équipage d'Iwanov et Bojedanovitch eut le malheur de briser son essieu à moins de 100 brasses de la station. Comme ils en avaient un de rechange, je les dépassai et ainsi firent les autres. À 11h30 de la nuit, nous sommes arrivés à Novgorod où nous sommes descendus chez un marchand russe. Il plut presque toute la nuit, et la majorité d'entre nous dormit dans les équipages. Mercredi 24 mai au matin à Novgorod, après que chacun eut envoyé une lettre à Pétersbourg, nous fîmes une promenade dans la vieille ville où l'on nous montra les saints tombeaux de la cathédrale et les reliques d'une Sainte Anna, d'un Vladimir, d'un Nikita. Cette église a été bâtie il y a 8 siècles. Le temps est trop mauvais, et nous dûmes remettre à notre retour la visite à Saint-Antoine. À 1h de l'après-midi nous sommes partis par une très bonne route jusqu'à Bronitsa, où nous avons passé la Mata par un pont de bateau. Dans ce village les postillons ont de grandes maisons de pierre à 2 étages. Une maison de la couronne est appelée palais par les paysans. Une église de pierre se dresse sur une ravissante colline, qui offre une vue attirante sur toute la région. À la 7e verste du village nous avons franchi la Nisha, dont le courant paisible permet un pont permanent. À 10 heures nous sommes arrivés à Saïtskoï, où nous avons pris le thé avant de continuer. Le 25 à 11 heures nous avons quitté Saïtskoï où se trouve un autre palais de pierre. À partir de là cesse la fade uniformité, des ravins alternent avec des collines, et donnent au paysage une agréable variété. Le sol est un sable brunâtre,
une scierie est installée près de la Mochnia, et des deux côtés de la route entre Bronitsa et Saïtskoï on voit une quantité de campements tziganes d'où accourent les enfants vers nos équipages pour demander l'aumône. De Kresty à Ragino le chemin est très sableux. Schubert m'a accompagné dans ma britchka pendant ce trajet. La ville de Kresty est tout à fait insignifiante, et a enduré il y a un an un très grave incendie. Ragino est un gros village. Nous avons parcouru 22 verstes jusqu'à Jashelbitsi. La région commence à être bien plus intéressante. À travers ce village coule une rivière où l'on peut pêcher des moules qui contiennent de vraies perles. Le pauvre Téné est resté en arrière à cause de son équipage, et ne nous a pas encore rejoints. Après avoir dîné ici, nous nous sommes couchés. Le 26 à Jashelbitsi à 2 heures du matin, je me réveillai et dus batailler ferme avant d'obtenir que nos chevaux soient attelés. Cette maudite station s'est distinguée par ses prix et sa lenteur à atteler. Le satané postillon nous a taxés de 25 kopecks, prix de l'eau chaude employée pour le thé. Comme nous ne voulions pas nous laisser faire, Schubert, réveillé par le bruit, se mit à injurier ce grossier personnage. À 3 heures nous étions encore là, sans avoir compris tous les trucs grâce auxquels cette infâme engeance retient si longtemps les voyageurs. La route d'ici jusqu'à Valdo est très accidentée, les passages les plus hauts sont pavés de grosses pierres, ce qui fait de cette étape la plus pénible de ce parcours. Cette montagne est faite de pentes sableuses bien maigres. Aux endroits les plus élevés on voit des petites mottes de terre ronde, sûrement faites de main d'homme, ou l'œuvre de vents tourbillonnants. Aucune forêt entre ces stations. La ville de Valdo est au bord du lac de même nom, dans une situation très agréable. Sur une île du lac se dresse Ivanskoj Monastir. Cette ville a une petite chapelle ronde, et les maisons de pierre qui entourent la place donnent de l'élégance à la ville. Elle est renommée pour ses craquelins, qu'on appelle ici baranki. Quand je fis arrêter dans la rue pour en acheter, Baculin accourut vers moi, me reconnut et me montra sa maison de pierre, demanda des nouvelles de Steinheil, de sa femme et de ses enfants, de mes frères, et me pria de lui rendre visite, ce que je ne pus faire car je ne pouvais me séparer du groupe. Après avoir bu le thé, nous reprîmes notre route, importunés par un nombre étonnant de mendiants dont l'impudence allait très loin. On ne peut passer par aucun village où l'on ne soit escorté d'un bout à l'autre par cette classe d'individus. Entre ces deux stations le paysage est assez agréable et coupé de quelques lacs. Nous avions parcouru quelques verstes, quand mon cocher dit aux paysans qui marchaient sur la route que quelques-uns pourraient s'asseoir derrière moi, ce que je refusai énergiquement, et quand il expliqua qu'il ne gagnait presque rien avec l'argent du parcours et réitéra sa proposition avec violence, je saisis mon bâton pour faire cesser le désordre. C'est aujourd'hui la première fois que j'ai dû demander secours à mon bâton. Schubert fut prié d'être le parrain d'une fille de paysan, car mademoiselle Polybin, qui voyageait vers Moscou et était descendue au même endroit, avait indiqué son nom. Partis à 1 heure, nous sommes arrivés à Otilovo vers 6 heures, et nous y avons déjeuné avant de continuer. Le pays est plus plat et la route meilleure. Le 27, nous avons quitté Vishniji Volotchok à 6 heures du matin. Le soir nous sommes arrivés à 11h30, et nous avons retrouvé mademoiselle Polybin. La route est passable jusqu'à Wibropusk, mais à certains endroits on enfonce dans le sable. Ma voiture ne s'est pas très bien comportée sur cette route. La ville de Vishniji Volotchok est située sur un plateau. Elle possède quelques jolies maisons de pierre. Au milieu de la ville est une grande place où est bâtie une petite plateforme ronde en pierre avec un grand bassin au milieu. La bourgade de Torchok est située sur la Teverza. On y voit quelques maisons de pierre. Toutes les églises sont en pierre. Il doit y avoir ici 30 églises de la religion grecque. Nous avons déjeuné chez le traiteur du relais de poste, où une Allemande nous a servi. Nous avons payé 1 rouble par plat, mais avec 2 on était rassasiés. La route de Torchok à Mednozjach est intéressante, des deux côtés on voit des fermes bien tenues, notamment Raiki, propriété d'un certain Klebov. Nous avons passé la nuit à cette station et franchi près d'elle la Teverza, remplie de barques. Le 28 à 4 heures du matin, nous avons continué jusqu'à Tver. Le temps était calme et moins froid qu'hier. Le sol est sableux, mais planté le plus souvent de sapins de taille moyenne. Nous avons pour la première fois franchi la Volga, dont la largeur ne dépasse pas 75 brasses. Le pont repose sur les barques, le courant est aussi fort que celui de la Neva. La région de Tver est très plate et uniforme.
Il y a par ici une grande quantité d'églises, et quelques maisons de pierre. En ville, la Tverza conflue avec la Volga. Les femmes de condition inférieure portent sur leur tête de très hauts turbans pointus recouverts d'une étoffe. Ce jour-là, les femmes avaient revêtu de courtes fourrures. À peine étions-nous descendus chez le traiteur que nous y fûmes rejoints par nos vieilles connaissances. Notre groupe est gai et bien portant, et j'espère que nous accomplirons notre voyage sans désagrément majeur et qu'aucun malheur ne surviendra. C'est dimanche, le peuple se rend dans les églises, et l'on observe ici la coutume de garnir les maisons et les pièces de branches de bouleau pour les fêtes de la Pentecôte. Je suis sorti avec Téné pour voir le confluent de la Tverza et de la Volga. Le cours de celle-ci était de moitié plus important après leur réunion. La journée d'aujourd'hui peut être tenue pour l'un des premiers jours de l'été, car il a commencé à faire plus chaud. À 3 heures de l'après-midi, nous sommes arrivés à Gorodnia où nous avons déjeuné. La route longe la Volga dont les vagues vous frappent parfois le visage. Le fleuve a des berges assez escarpées, et se trouve par là complètement caché. La rive gauche est garnie de forêts ordinaires, la rive droite au contraire est nue et parfois sableuse. À 9h moins le quart nous sommes arrivés à Zavidovo, un village de 2 verstes de long. Les paysans étaient tous groupés devant leur maison, hommes, femmes et jeunes filles séparées, ces dernières s'occupaient à chanter. Sur leur tête un fichu rouge recouvert de tresses dorées larges comme la main. Au village de Voskresny, nous avons passé la Chocha qui se jette dans la Volga et lui apporte une réserve d'eau aussi importante que la Tverza à Tver. Le 29, nous avons quitté Zavidovo à 2h du matin. La route et la campagne sont plates, avec de temps à autre des forêts. À 3h, nous sommes arrivés à Klin. Ce chef-lieu de district compte 20 maisons de pierre et un grand nombre en bois. Une rivière insignifiante du même nom passe dans la ville. Aux environs, Korsakov possède un domaine bien cultivé. De là, nous avons atteint Peshkovskaya Sloboda vers 10h30. Entre ces localités alternent les bois, les champs, les villages au centre desquels les églises de pierre donnent de loin un aspect pittoresque. Mais mon regard cherche en vain le miroir de la nature, qui en reflète fidèlement les agitations ou le calme. L'eau, les rivières qui arrosent ces régions sont si profondément enfoncées qu'on les aperçoit à peine, même en se tenant tout près d'elles. Nous avons pris le thé et poursuivi en direction de Moscou. Quelques belles maisons de campagne annoncent la vieille cité résidentielle, située en majorité du côté gauche de la route. À 7 verstes de la ville on aperçoit des bois de bouleau, frênes, chênes et tilleuls, çà et là des sapins et des pins. À 2 verstes de la ville se trouve le palais Petrovski, construit par l'empereur Paul dans le pur goût gothique, qui manifeste au loin lorsqu'on contemple la ville une grandeur colossale, mais retrouve des proportions normales quand on s'en approche car la ville est encore éloignée de 2 verstes. À 9h, en pleine forme, nous sommes entrés dans Moscou. Cette ville a des rues très étroites et à certains endroits des pentes raides. Nous sommes descendus chez un traiteur polonais de la rue Nikolskaya, près du monastère du même nom. Le matin suivant, nous avons commandé une voiture pour rendre visite au gouverneur militaire et voir d'autres quartiers de la ville. Le gouverneur militaire nous demanda quelle serait notre fonction auprès de l'ambassade, ce à quoi Dovray répondit que nous ne recevrions nos instructions qu'à la frontière. Ensuite, il nous demanda si nous examinerions les routes et comment nous avions trouvé celle du gouvernement de Moscou. Notre colonel lui répondit qu'aucun gouvernement n'en avait d'aussi mauvaise. Les ponts au moins sont convenables, continua-t-il, mais on lui répondit qu'ils n'étaient pas mieux que les routes. Il comprit que nous ne serions pas ses panégyristes. Il s'excusa de n'être pas présent au repas de la journée, mais nous invita à déjeuner le lendemain. Là-dessus je me fis conduire chez les 2 Jaéniches, que je ne trouvais point chez eux, puis nous nous rendîmes en groupe au Kremlin, qui occupe la situation la plus élevée de la ville et forme un quadrilatère allongé. Nous avons vu le grand canon, un intermédiaire entre le mortier et l'obusier, et 3 autres d'une longueur inhabituelle, puis la grande cloche enfoncée dans le sol, aujourd'hui si enfoncée qu'on ne peut plus voir la cassure sur le rebord. Cette cloche pesait 12 000 pouds. Puis nous sommes montés en haut d'Ivan Velikij où au bout de 150 marches une grande cloche pesant 3 551 pouds sonne seulement lors des fêtes les plus importantes. Le battant mesure 1 brasse et demi, et une aune à sa plus grande largeur. Le diamètre du bord extérieur est d'une archine 3/4, l'ouverture intérieure un peu moins grande, d'une archine et demi. Elle n'a pas été pratiquée de l'intérieur,
mais creusée assez irrégulièrement avec une masse. Les inscriptions en caractères slaves se voient à l'extérieur, et apprennent qu'elles remontent au tsar Féodor Ivanovitch, et la grande cloche à Anna Ivanovna. Un étage plus haut se trouve une autre cloche de 1000 pouds, et plusieurs autres plus petites, bien qu'on ne puisse les ranger parmi les petites. Après le Kremlin, la partie la plus belle de la ville est Kitach-Gorod. Le gouverneur militaire habite Byj-Gorod. Les églises de cette ville sont toutes bâties dans le vieux style, en dépit de toutes les lois de l'architecture, et peintes de couleur criarde. À midi, nous avons déjeuné chez notre traiteur, où l'on nous a servi 7 plats très bien accommodés. Nous sommes allés ensuite sur le boulevard Bouloir, mais il était encore vide, aussi avons-nous décidé d'aller voir la ville. À la fin, il était déjà 6 heures, et nous sommes allés au théâtre allemand. On donnait le directeur de théâtre dans l'embarras, où l'acteur pétersbourgeois Unius faisait ses débuts, qui furent fort appréciés du public. Altenhof faisait le chef d'orchestre avec beaucoup de rigueur, et ses fréquentes grimaces montraient non sans raison que l'exécution des musiciens était tout à fait médiocre. Le sujet de la pièce suivante, Le cordonnier jaloux, était bien triste et tout à fait contraire aux bienséances exigées par l'éducation d'une jeune fille, car on y voyait des scènes plus à leur place dans un bordel, sic qu'auprès d'un public raffiné. La jauge du théâtre est moyenne, elle admet 300 spectateurs, une série de loges et le paradis. Au parterre, nous avons payé 1 rouble par personne. Le rideau représente au fond un palais, au milieu un rond avec une fontaine et des arbres sur les 2 côtés. Les couleurs ont beaucoup souffert du temps, semblent tout à fait passées et très mal entretenues. Les fauteuils sont des chaises ordinaires avec un simple dossier. Les bancs n'en ont pas et sont très inconfortables. Les spectateurs présents avaient l'air d'être des cordonniers et des forgerons, ce qui m'expliquait le choix de ces pièces. Nous n'avons pas attendu le 2e acte du cordonnier jaloux, mais nous sommes allés au boulevard où nous avons vu le monde élégant en promenade, mais en nombre restreint. Puis nous avons regagné notre logis. Je suis allé chez les 2 docteurs Jaénich, mais ils n'étaient pas chez eux. J'ai pourtant l'occasion de parler à la femme de Nikolai Andreevitch. Elle n'est pas d'une beauté éblouissante, et semble un peu déformée par son état présent. Le 31 mai, nous avons pris un repas chez le gouverneur militaire, qui m'a dit à propos de la créance de papa que Ronkovchnikov et la veuve qui avaient promis de payer pour lui 24 roubles par an, étaient déjà morts, tous 2 incapables de s'acquitter. Au dîner du gouverneur militaire prirent part quelques sénateurs, notre groupe avec Schubert et quelques officiers. Le nombre total d'invités s'élevait à 30, les tables étaient bien garnies de 12 plats et desserts. Avant le repas, les messieurs s'étaient mis à jouer au Boston, et s'y remirent aussitôt le repas terminé. Nous avons un peu parlé avec le sénateur Levachev, qui est allé à Kiachta, sur la Chine et Irkoutsk. Ensuite nous nous sommes esquivés, et chacun de nous rentra au logis. J'ai vu quelque chose de particulier à Moscou. Il s'y trouve une quantité d'autours qui, comme ailleurs, les corneilles et les choucas volent partout et emportent les détritus des fermes. Il y a aussi une variété de petits corbeaux, qui en cette saison ne peuvent être des oiseaux de l'année. Le 1er juin, avec la permission du gouverneur, nous avons visité l'hôpital militaire. Un grand bâtiment carré pas entièrement réuni. Les colonnes de la façade sont d'ordre ionique. Cet hôpital a été bâti sur ordre de l'empereur. Il mérite de grands éloges pour son organisation intérieure. Le médecin-chef et directeur est un Anglais nommé Stuart, un homme très consciencieux. Il nous mena dans les différentes sections et nous montra quelques malades, dont le nombre est actuellement de 800, mais peut monter jusqu'à 1500 dans le bâtiment entier. À côté de l'hôpital se trouve le jardin d'été impérial, qui aurait été acheté par le comte Bezborodko, et qui dépasse de beaucoup en variété celui de Pétersbourg. Il y a là une quantité d'étangs, de bassins, de fontaines, mais qui ne semblent pas tout à fait en ordre. Les allées sont bordées principalement de grands tilleuls. Des épicéas joliment taillés en pyramide ornent de petites places rondes. Je n'ai pas vu le palais, et ne peux donc rien en dire. À midi, j'ai déjeuné avec Nikolai Andreevitch Jaénich chez son beau-père le docteur Iversen, qui habite une belle maison d'un étage. Rien de spécialement brillant, la table était très ordinaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.